Merci à tous et à toutes d'être présentes pour cette discussion, cet échange avec Alice Guérin. Moi, je suis déjà très contente parce qu'avant d'en faire mon métier, je suis aussi une grande passionnée de BD et très très fan de ta BD Impénétrable. Avant toute chose, voilà, on va discuter. Il y aura 15 minutes d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, on sera là pour y répondre. Et puis déjà, je voulais savoir comment tu allais. Super bien, ça fait toujours très très plaisir de revenir à Saint-Malo. C'est vraiment un festival qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours d'autrice, puisque c'est un peu ici que tout a commencé. En 2017, j'avais participé au concours Jeune Talent et j'avais eu le prix Jeune Talent. Et donc voilà, à chaque fois que je reviens, c'est toujours le cœur rempli de joie. Je retrouve cette baie magnifique, l'organisation super. Et en tant qu'auteuriste, on est toujours très bien accueillis, donc c'est que du bonheur. Et c'est vrai qu'on a un cadre assez incroyable. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez lu la BD ? J'entends des petits noms, mais c'est pas très grave. Du coup, on va sûrement spoiler. Mais ça n'empêchera pas de la découvrir après. Peut-être un petit peu revenir sur toi. Tu t'es déjà illustré sur une première BD qui s'appelle « Ne m'oublie pas », qui était aussi très personnelle, avec beaucoup d'émotions. Et tu reviens avec Impénétrable et tu dévoiles énormément de l'intime. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton process de création ? Comment tu es arrivé à vouloir créer Impénétrable ? Impénétrable, c'est un peu un récit qui s'est imposé de lui-même. D'ailleurs, au final, avec du recul, c'était aussi ce qui s'était produit pour Ne m'oublie pas. C'est des récits que, dans les deux cas, je portais en moi depuis longtemps et qui, à un moment, se devaient d'être racontés à mes yeux. Après, Impénétrable est un cas différent. C'est que, vu que c'est un récit autobiographique, il y a eu la période de ma vie que je raconte dans l'album où je souffrais de vaginisme. J'avais très très honte, je n'en parlais à personne, je me sentais extrêmement seule et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est pas possible d'être aussi seule. Et moi qui ai les moyens de pouvoir raconter des histoires, je me suis un peu juré qu'un jour je le ferais. Un jour je partagerai cette histoire et je raconterai ce qui s'était passé dans cette période de ma vie que sur le moment j'avais vécu pour essayer de partager a posteriori une réflexion avec, quand j'aurai suffisamment de recul pour revenir là-dessus et surtout pouvoir... ce qui me retenait de le faire sur le moment, c'était que je ne savais pas quelle allait être la conclusion de ce chapitre de ma vie. Je ne savais pas quelle forme allait prendre mon intimité, est-ce que mon couple allait résister. Et il fallait pour moi attendre un peu de voir le point de chute de tout ça. Et quand le point de chute m'est apparu, que je me suis dit « Ok, c'est comme ça que je voudrais que l'album ou l'histoire se termine », alors là, je me suis lancée, presque dans la foulée. Il y a eu un très court décalage temporel entre ce que vous lisez à la fin de l'album, les dernières planches, et le moment où j'ai commencé à vraiment le processus de création, à écrire le scénario. Il y a à peine 3 mois. Mais donc en fait, ce recul, il n'est pas tellement une question de temporalité ou de temps qui passe, mais plutôt de se dire, ok, là maintenant j'ai une vision d'ensemble de ce chapitre, et je vais me plonger dessus en tant qu'autrice, quoi. Avant de lire la BD, est-ce que vous avez déjà entendu parler de vaginisme ? Est-ce que vous savez ce que c'était ? Majoritairement oui, non. Comment toi, tu as réussi à trouver l'équilibre entre raconter, donc comme tu dis, c'est une expérience autobiographique personnelle, et en même temps être pédagogique pour justement ces personnes qui ne connaissaient pas le vaginisme encore ? Alors ouais, c'est un terme très intéressant, pédagogique, parce que je voulais pas... non mais c'est très bien que tu l'évoques. Je voulais pas du tout qu'Impénétrable soit un bouquin pédagogique. Je voulais pas que ce soit didactique. En effet, le vaginisme est un trouble très très méconnu, y compris chez les femmes ou les professionnels de santé. Et pour moi, la pédagogie relevait simplement du fait d'en faire la représentation, de dire aux gens que ça existe, que voilà comment on vit quand on en souffre, voilà comment ça impacte le couple, comment ça impacte la confiance en soi. Vraiment faire de la représentation, parce que je pense que c'est vraiment l'étape 1 de la sensibilisation et de la pédagogie. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir légèrement sur la définition exacte du vaginisme ? Et ce qui est intéressant, c'est que tu racontes aussi tout un parcours médical où tu cites énormément de lieux. Et donc toi, tu viens de Belgique. Et donc c'est aussi une manière aussi de montrer à ces personnes-là, bon bah voilà, il y a aussi des points d'étape qui sont assez longs parce qu'un parcours médical, il peut être aussi bien dans les hôpitaux que tu cites, mais aussi à des nombreux rendez-vous psychologiques avec des sexologues, etc. Oui. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu Impénétrable dans la salle ? Alors, je vais peut-être commencer par en faire le pitch. Ouais.
Comme ça, on est sûr de raccrocher tous les wagons pour tout le monde. Donc, Impénétrable est un récit autobiographique, ça je pense que vous l'avez compris, qui retrace ma reconquête de mon corps et de mon désir après avoir souffert de ce trouble de la sexualité qu'est le vaginisme, et commence à bouleverser mon couple, ma vision que j'avais de la sexualité et du couple. Et ça constitue vraiment la première partie, donc l'apparition des symptômes, l'errance médicale et le traitement physique et psychologique pour juste guérir de ça. Et je vais juste après revenir sur qu'est-ce que c'est exactement le vaginisme. Mais en fait, toute la deuxième partie du récit, c'est vraiment, alors une fois qu'on a guéri du corps, comment est-ce qu'on guérit de l'esprit, entre guillemets ? Quand le désir est désormais complètement absent d'un couple qui pourtant s'aime et est très très complice et plein de bonne volonté pour rester ensemble, et ça c'est quelque chose que beaucoup de couples expérimentent, bien au-delà de n'importe quel trouble de la sexualité, juste un déséquilibre de désir. Comment est-ce qu'en tant que femme, quand on est parvenu à déconstruire les injonctions, c'est très galvaudé comme expression, mais c'est très vrai, qu'est-ce qu'on reconstruit par la suite ? Ça, il existe très peu de représentations. Et donc, la deuxième partie, c'est le récit de ce tâtonnement et d'une conquête de sa propre liberté, une quête de sincérité. Donc là, c'est beaucoup moins médical, on est vraiment dans le récit, et vous verrez, c'est aussi une très belle histoire d'amour. J'allais en revenir après. On va y revenir. Et alors, le vaginisme, c'est quoi ? C'est la contraction involontaire des muscles du périnée qui rend impossible ou douloureuse la pénétration. Donc voilà, c'est complètement involontaire, on ne le contrôle pas vraiment. Ça peut apparaître soit dès l'entrée dans la sexualité, donc dès les premières fois, quoi, ou alors apparaître à n'importe quel moment de la vie, alors qu'auparavant, on avait une sexualité, disons, sans problème classique, particulier physique, quoi. Justement, là, tu t'en parlais un petit peu. Je sais que tu avais à cœur de ne pas forcément parler que du vaginisme, parce que voilà, c'est quand même un beau succès en librairie. C'est la première chose qu'on retient. C'est aussi lié au nom, mais justement, il y a plusieurs couches sur ce nom d'impénétrable. C'est impénétrable aussi au niveau du cœur. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu différencies le désir. En fait, il y a un désir physique et un désir émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut, justement, tu as une très très belle relation avec ton compagnon, et en même temps ressentir d'autres sentiments pour d'autres hommes ou pour d'autres femmes. Comment ça, t'as voulu l'expliquer pour toi ? Qu'est-ce que le désir dans tous ces sens ? Mais je pense qu'en fait, quand on n'a pas d'absence de désir, on ne questionne pas trop son désir. Enfin, c'est quelque chose qui, comme beaucoup de sujets d'ailleurs, quand tout va bien, c'est super. Et puis le jour où ça ne va plus, tiens, ça nous manque. Et pourquoi ça a disparu ? Et en fait, je me souviens même plus comment c'était. Et j'ai peur que ça ne revienne jamais. Enfin, et moi, j'étais fort habitée par tout ça. Ça me tracassait beaucoup, parce qu'on vit aussi dans une société où on a l'impression que ne pas avoir de désir et ne pas avoir de sexualité, c'est vraiment la fin du monde, quoi. Surtout quand on est en couple, hétéro, on a l'impression qu'on prive aussi notre partenaire de quelque chose. Alors tout ça, on pourrait en débattre pendant des heures. Le droit au sexe, est-ce que ça existe ? Je ne crois pas, évidemment, mais vu que personne ne reconnaît jamais l'absence de sexualité dans un couple, c'est quelque chose de très répandu mais de extrêmement tabou. Et ben, quand ça nous arrive, on est dans ses petits souliers et on n'ose en parler à personne, quoi. Oui, mais on l'a vu aujourd'hui, il y a eu une étude où les jeunes font moins l'amour, et donc ça fait tabou. Alors on n'essaye même pas de déconstruire pourquoi ils font moins l'amour, et puis est-ce que c'est si grave que ça finalement ? Oui, voilà, mais ça rebat tellement l'écart de notre imaginaire en termes de couple, en termes d'épanouissement de couple, en termes même individuels, comme c'est encore très très associé à un besoin primaire, etc. Alors moi je ne suis pas ethnologue, je ne sais pas du tout si c'est un besoin primaire physiologique, mais en tout cas on vit dans une société qui est pleine de contradictions entre cette injonction à absolument s'épanouir sexuellement et le fait que c'est pas forcément facile dans la vie quotidienne et dans un couple bien installé, quoi. Et donc ça fait beaucoup souffrir de se sentir comme ça en décalage sans vraiment pouvoir le nommer. Et je reviens en fait 2 secondes sur la question précédente du désir. Oui, ça me tenait très très fort à cœur aussi de représenter le désir d'une femme. Un désir qui est très fluctuant, bien sûr incontrôlable, comme le sont absolument tous les désirs, mais le désir féminin est assez peu représenté. Dans toutes les œuvres, qu'elles soient fictionnelles ou non, c'est quelque chose encore tabou en soi. Et pour ça, je voulais le représenter avec la plus grande sincérité possible, c'est-à-dire de revenir, moi, sur les désirs qui m'avaient traversée
Et c'est vrai que c'est tout un chapitre d'Impénétrable. On va spoiler un peu, mais c'est pas grave, je pense que c'est important pour notre conversation. C'est qu'à un moment, alors que je n'avais plus de désir depuis des années, en l'occurrence pour mon compagnon, mais pour personne, j'ai un espèce de coup de foudre pour un parfait inconnu pour qui je me mets à ressentir un désir c'est incroyable, en fait. Oui, c'est ça, tu peux pas l'expliquer. Et on va peut-être revenir en le liant au graphisme. Je reviendrai sur les autres. Moi, c'est une de ces pages-là qui m'a marquée, donc celle que vous retrouvez en noir, où tu représentes le corps. Et puis, voilà, c'est assez simple, et en même temps, ça veut dire énormément de choses, de mettre ce feu qui est en toi, qui bouillonne et qui a juste envie de sortir. Ça, c'était un énorme challenge de cet album, c'est qu'il fait appel à beaucoup de sensations, que ce soit le désir, la douleur aussi. Oui. Et par essence, ça ne se représente pas, quoi. Et donc, il fallait trouver des métaphores pour partager ça avec le lecteur. Et moi, je voulais vraiment baser ces métaphores sur la sensation que c'est. Sensation, c'est un mot, j'imagine que je vais beaucoup le prononcer parce que ça guide énormément mon travail, et particulièrement pour Impénétrable. C'est d'être dans la suggestion des impressions, des sensations. Et voilà. Et donc le feu est ce qui s'est imposé à moi quand j'ai fermé les yeux et que je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que ça me fait dans le corps ? Voilà la première image qui me vient. Et ça a été assez naturel pour toi, finalement, de dessiner comme ça ces sensations ? Oui, au fond, oui, ça a été assez instinctif, assez naturel. Chacune des représentations est venue dès le découpage, quand j'arrivais, voire même en amont de ça, lors du scénario, j'avais déjà les images en tête. Il y a aussi une idée aussi sur la couleur. Là, tu parles sur ces deux cases-là, on a quelque chose d'assez blanc, d'assez doux. Puis des fois, c'est assez virevoltant, où tu t'amuses aussi avec la danse. Et il y a tout ce passage aussi que j'aime beaucoup, où tu vas finalement le désir, tu vas l'expérimenter en soirée. Et tu vas l'expérimenter par le corps et vouloir te montrer aux autres, comme si tu voulais aussi récupérer une image de toi, une image face aux autres. Ah, c'est très intéressant que tu l'aies interprété comme ça. C'est pas du tout comme ça que je l'interprétais, mais alors là, c'est le principe de l'œuvre, quoi. On livre un truc et le lectorat, il projette ses propres interprétations. Il n'y en a aucune qui est fausse. Moi, au contraire, c'était quelque chose qui n'était pas du tout lié au regard des autres, mais bien moi, à la réappropriation du plaisir d'être physiquement incarné. Parce qu'en fait, et ça je pense que c'est propre à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'on a une société qui est très cérébrale, quoi. Et moi, pendant très longtemps, j'avais l'impression que mon existence, elle s'arrêtait à la base de mon cou, quoi. Tout le reste, c'était une machine de chair qui me servait à être en activité, mais pas du tout un lieu ni de sensation, ni de conscience, en fait. Et j'ai récupéré... j'ai découvert presque cette conscience via la danse, c'est vrai. Via la teuf, via le fait de sortir en soirée, via la consommation de drogue, des états de conscience modifiés, et de s'apercevoir, waouh, au fond, en fait, être vivant et être corps, c'est vachement agréable. C'est vachement intéressant. Il y a quelque chose là qui se passe, qui se joue, qui me fait me sentir extrêmement vivante, qui me fait découvrir des sensations que j'avais complètement ignorées jusqu'alors. Et à partir du moment où ce chemin de pensée trouve sa place dans votre cerveau, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et donc, c'est aussi ça que j'avais envie de partager dans Impénétrable au travers des différentes séquences de danse qui jalonnent l'album. C'est que c'est vraiment des grands pas en avant sur la reconquête de ce désir-là, qui n'est pas juste un désir sexuel, mais bien un désir de vivre, au fond. Hop. Je voulais revenir aussi, tu parlais de la douleur et tu l'expérimentes de différentes façons. Là, notamment sur la case où tu marques juste j'ai mal, tu vas finalement ne pas montrer le corps. Tu vas voir des cases qui vont être assez différentes. Et comment ça, tu l'as réfléchi ? Ah ben là, c'est marrant, je ne l'ai pas du tout réfléchi, quoi. Ça s'est vraiment imposé à moi. Parce que quand je dis j'ai mal, c'est j'ai mal, en fait. Moi, j'ai pas mal... Quand je regarde quelque chose, j'ai mal parce que je le sens à l'intérieur, et ça, ce n'est pas lié ni à une image, enfin, c'est lié à une situation, bien sûr, mais pas à une image, pas à une vision. Et donc, là, en tant qu'autrice, c'est de l'ordre de la fidélité à la réalité, de choisir des images comme ça qui sont non figuratives, parce que la douleur est par essence non figurative, il me semble. Et du coup, j'y viens très instinctivement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que là, on voit des pleines pages comme ça où
on ressent avec toi les émotions que tu veux nous faire sortir et du coup les sensations. Et donc on parle de parcours médical, on parle de parcours intime. Et en même temps, moi j'ai fini la BD et j'étais très heureuse. Il y a aussi beaucoup de bonheur dans les douleurs que tu montres. Je suis très contente que tu le soulignes parce que c'est vrai que c'était un album que je voulais lumineux. Je vais pas dire joyeux parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de contrastes, disons, dans l'album. Optimiste, je crois qu'il est, mais en tout cas lumineux, parce que quand on est dans ce genre de problématique d'errance, peu importe dans quel domaine en fait, mais c'est juste quand on est pris dans une ornière, quand on trébuche dans la vie, qu'on doit tâtonner pour essayer de se relever, on peut parfois ne plus croire au lendemain qui chante, quoi. J'en sais quelque chose, je suis passée par là pendant plusieurs mois et pour être parvenue à me tirer d'affaire, j'avais vraiment envie de pouvoir dire aux gens ça va aller. Croyez-moi, il va falloir tâtonner, ça va pas être facile du tout, je vais pas vous prétendre le contraire, mais par contre ça peut vraiment aller. Et face à l'adversité, on est rempli de ressources qu'on peut parfois ignorer et qui pourraient nous surprendre nous-mêmes. Donc voilà, j'avais envie de finir sur une note, disons, joyeuse, une note de beaucoup de résilience aussi face au trauma qu'on peut affronter tout un chacun qui jalonne nos parcours à tous et toutes. C'est peut-être aussi une manière de dire ça va aller à ton compagnon. Ça, c'est assez puissant parce que, en plus, surtout à la fin de la BD, tu reviens un petit peu. C'est vrai que pendant toute la BD, je me dis, est-ce qu'il est d'accord qu'on parle autant de lui et ça, c'est vraiment chouette parce que tu fais une boucle où tu lui expliques, c'est plus fort que moi, il faut que je parle de tout ça. Tu l'as fait aussi un peu pour lui. La conclusion optimiste. Ouais. Non. Non, parce qu'en fait, non, mais en fait, oui, c'est que pour moi. Il y a quelque chose là que j'assume là-dedans, dans le sens où c'est un bouquin qui coûte déjà tellement à plein d'égards qu'à partir du moment où on se lance dedans, il faut le faire vraiment sans aucune concession. Il fallait pas édulcorer quoi que ce soit, aucune partie, parce que sinon ça aurait complètement faussé le témoignage, la force du témoignage, la valeur de représentation. Et alors, ce serait dommage, parce que c'est un sujet qui me tenait tellement à cœur, qui me semblait tellement important. Celui du vaginisme, évidemment, qui est la porte d'entrée, mais même au-delà des représentations du couple aujourd'hui. C'est peu abordé, donc quitte à le faire, il fallait le faire à 200%, quoi. Mais bon, évidemment, ça c'est clair qu'il y a un truc tout à fait propre à l'autobiographie, c'est que quand vous racontez votre vie, vous allez forcément devoir évoquer celle des personnes qui vous entourent ou qui simplement partagent votre vie. Et là, en l'occurrence, mon compagnon. Il y a quand même une idée de consentement, de savoir aussi. C'était absolument indispensable d'avoir, disons, qu'il soit partie prenante du projet. Et heureusement, il l'a toujours été, parce que je vous disais un peu plus tôt que c'était une promesse que je m'étais faite à l'époque de me dire un jour je le raconterai. C'est à lui que je disais ça. Hein. C'est à lui que je disais à voix haute autour de la table de la cuisine quand on bouffait. Purée, c'est pas possible, un jour je le raconterai. Donc il le savait finalement. Il a toujours su que ce moment viendrait. Bon, alors quelle forme, quand, comment, ça c'était encore une autre question. Et justement, quand je suis arrivée à ce moment de me dire ok, je crois que c'est maintenant, il a été la toute première personne à qui j'ai évoqué cette idée et à qui j'ai demandé si lui était d'accord aussi. Et évidemment, ça l'a fait tanguer, mais il m'a soutenue. Et donc, pour ça, j'ai beaucoup de gratitude, même si ça a été une expérience tout à fait particulière pour lui de voir ce livre se réaliser, parce qu'il évoquait quelque chose de très juste, c'est que cette histoire, elle est très fidèle à ce qu'on a vécu ensemble, et donc ça, il le reconnaît, mais elle est aussi hautement subjective. C'est que c'est mon point de vue, je partage mes sensations, je partage mon parcours psychologique. Alors lui, j'ai tenu absolument à en faire un personnage qui avait vraiment du corps, auquel les lecteurs pourraient s'identifier, mais c'est un personnage secondaire par essence. Et donc ça a pu parfois le dérouter de se dire ah là là, mais toi tu vas recevoir tellement d'empathie aussi pour ce que tu as traversé, pour comment toi tu as vécu les choses de l'intérieur, et moi personne ne saura jamais comment je l'ai vraiment vécu dans ma chair. Oui. Et en même temps, c'est pas du tout le méchant de l'histoire. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Non. Et ça, j'avais conscience que ça pourrait être une critique facile de dire mais au fond, pourquoi tu l'as pas quitté ou ton mec, c'est un violeur, en fait.
Et je voulais désamorcer dès le scénario ce genre de critique parce que les choses sont bien plus subtiles que ça, bien plus complexes. Et je voulais que les lecteurs soient pris dans cet étau de se dire ah mais non, en fait, les choses ne sont ni toutes noires ni toutes blanches. Et d'en faire un personnage, lui aussi, pour lequel on aurait beaucoup d'empathie, avec ses contradictions, ses qualités, ses défauts, tout comme le personnage principal aussi. C'est très important quand on fait de l'autobio de ne pas se donner le beau rôle. Moi aussi, j'ai mal agi. Moi aussi, j'ai merdé dans les grandes largeurs. Et ça, c'est très, très important, y compris pour le lectorat, de le représenter. J'aurais beaucoup utilisé ce mot-là aujourd'hui. Mais de se sentir compris aussi dans parfois les erreurs qu'on fait. Pas forcément pour de mauvaises intentions, mais de... mettre le doigt sur des choses qui pourraient nous faire honte. Et à l'écriture, tu t'es retrouvé face à ça, face aussi à tes erreurs, face à ces erreurs. Ça a permis aussi, je pense, d'avancer aussi tous les deux. Et il y a quelque chose qui est aussi intéressant. Pour moi, il y a tellement de thèmes dans ce livre-là, et le thème des schémas de couple, de briser un peu les codes. Et en ce moment, c'est très actuel. C'est marrant parce que ce matin, je regardais une vidéo de la journaliste Salomé Saké qui revient sur un bouquin qui s'appelle Nos puissantes amitiés, et le fait que c'est aussi très sociétal. Ça a été imposé de nos vies, c'est avec notre mari, notre femme, et qu'on peut aussi vivre ensemble en étant en couple avec son ami, etc. Et c'est aussi ça que tu dis, c'est que finalement, je vois des petits sourires sur le coin, c'est vraiment trop mignon. Vous allez vivre ensemble bientôt, c'est trop bien. Non, mais c'est aussi ce que tu dis voilà, c'est pas parce que je vis ça avec mon compagnon que c'est juste mon compagnon. Je peux ressortir du désir pour d'autres hommes tout en étant amoureuse de lui. C'est ça aussi que tu voulais parler, c'est briser un peu les codes. Oui, parce qu'en fait, au travers de notre parcours à tous les deux, nous, on s'est retrouvés à devoir les briser, ces codes-là, et on voulait juste partager. Oui, quand même, lui, comme je disais, il était tout à fait soutenant là-dedans. On voulait partager cette expérience-là en fait, on peut briser les codes, on peut en ressortir grandi, ça peut aussi bien se passer. Tous ces trucs que tu dis de comment faire couple aujourd'hui, c'est vrai que pour la première fois, en tout cas dans notre société contemporaine, c'est quelque chose qui est pensé, sur lesquels des mots sont posés, mais en vérité, je pense que c'est vieux comme le monde. Se dire qu'en fait, plein de couples sont amis. Plein de couples sont amis depuis très longtemps, depuis toujours. Mais juste aujourd'hui, et c'est ça qui est super chouette, c'est que c'est reconnu, c'est que c'est verbalisé, c'est que c'est pas l'aveu d'un échec. En fait, il y a aussi ce truc de parfois on se sent mis en échec par la façon dont on vit sa vie qui ne colle pas aux représentations ultra mainstream qu'ont fait toutes ces choses-là. Du désir dans le couple, de la façon de former un couple. Mais en fait, tout ce que je voudrais dire, et c'est un peu ça qu'Impénétrable dit, c'est foutez la paix aux gens, quoi. Laissez un peu les gens vivre leur vie à l'instinct et de faire les choses avec le cœur, avec sincérité, et chacun va faire les choses à sa manière, comme ça leur convient, et c'est très très bien comme ça en fait. Et d'arrêter d'essayer de toujours soit s'imposer de vivre dans des cases, parce que ça c'est très douloureux, parce que alors ça nous coûte beaucoup, et c'est extrêmement contre-productif, alors que parfois si on laissait juste les choses se faire tranquillement, ça se passerait beaucoup mieux. Et bien sûr qu'on peut ressentir du désir pour d'autres personnes que son partenaire, et bien sûr qu'on peut finalement se retrouver à être amis ou colocataires, mais qu'on se qualifie de couple. En fait, est-ce que c'est vraiment un problème ? Pour qui ce serait un problème ? Et c'est ça qu'il faut... Pour qui on le fait c'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer en le verbalisant, pour désamorcer ce genre de sentiment de culpabilité qui pourrait nous gâcher le plaisir, en fait. Ouais. Et en même temps, on continue évidemment à être dans des schémas. Il y a un passage très mignon où tu parlais justement cet inconnu où tu éprouves du désir. Et donc, j'avais l'impression que c'est comme si on retournait à l'âge de 16 ans où tu n'osais pas lui envoyer de message. Et donc, tu voulais le retrouver à une soirée et tu t'es dit, ça y est, je vais pécho. Mais non, en fait, il ne me regarde pas. C'est hyper mignon de revenir à cet état... un peu d'insouciance, quoi, mais qui est pas propre. Quand je dis 15 ans, ce qui est pas propre à 15 ans, finalement, on peut l'avoir à tout âge, quoi. En fait, c'est exactement ça, c'est qu'on peut l'avoir à n'importe quel âge. Et ça, je pense que les personnes même plus âgées le savent très très bien, c'est que ces sursauts-là d'élan vital, de joie juvénile, ils peuvent survenir à n'importe quel moment, et ils sont tellement grisants. C'est tellement joyeux de vivre ça. Pourquoi s'interdire de le vivre ? Pourquoi s'interdire de le ressentir, en tout cas ? Évidemment, et même par rapport à tout ce qu'on a dit dans la question précédente, ce qui est très important, c'est de ne pas
c'est d'essayer toujours de ne pas faire du mal aux personnes qui nous entourent, a fortiori les personnes qu'on aime. Et donc ça, c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver, où s'arrête ma liberté, ou commence celle de l'autre. Oui. Mais en fait, peut-être que justement, le fait de reconnaître toutes ces choses-là, d'apprendre à poser des mots dessus, à... super galvaudé, mais à communiquer. Mais ça aussi, c'est un truc qu'on nous répète tout le temps. Les couples qui durent, c'est des couples qui communiquent. Mais comment on communique ? Qui communiquent comment ? Qui communiquent sur quoi ? Enfin, on n'en sait rien en fait. Et c'est ça, c'est que généralement, on n'en sait rien de ce qui se passe derrière les portes closes. Et donc là, on fabule complètement. Et c'est aussi pour ça que ça me paraissait si important dans Impénétrable d'assumer l'autobiographie. C'était pour ouvrir une porte et de dire, tenez, bon voilà, moi, ça me paraît important d'ouvrir ma porte et de montrer ce qui s'est passé dans mon intimité. Mais j'assume complètement parce que ça va donner matière à penser. Je ne dis pas que tout le monde va s'identifier. Je pense que c'est sur les représentations qu'il fait de la société, etc. C'est un bouquin qui va pas faire l'unanimité. Mais ça me va. Tant que les gens se disent « Tiens, moi, j'aurais pas fait comme ça », c'est très intéressant. Et je suis très heureuse, là, j'ai fait beaucoup de dédicaces lors du week-end, et à plusieurs reprises, je vois des couples venir en dédicace et qui me disent « Ah ben, on l'a lu tous les deux, et après, on a beaucoup discuté, quoi. » Ça, c'est formidable. Et peu importe l'aboutissement de leur réflexion, c'est au moins ils ont réfléchi ensemble. C'est ça, communiquer. C'est ça. c'est confronter ces sensations avec sincérité et savoir qu'elles seront accueillies avec bienveillance par quelqu'un qui va comprendre, de se dire « Ok, c'est mon partenaire ou ma partenaire a ressenti ça, je ne peux rien faire à la façon dont il ou elle ressent les choses, mais je peux essayer de comprendre comment et pourquoi, d'accueillir cette parole-là et qu'on réfléchisse, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» J'ai l'impression qu'une des choses aussi qui t'a soignée, donc évidemment toute la première partie du livre, si vous avez bien compris, ça parle du parcours médical et ça a t'accompagné, ça t'a fait du bien. Il y a eu aussi ces soirées et tu parlais de l'inconnu. L'inconnu vit à Berlin. Et j'ai l'impression que le voyage, le voyage seul, donc la première fois, tu es parti aussi avec ton compagnon et après t'es retourné seul, ça t'a nourri, ça t'a aussi apporté cette liberté et de prendre ce nouveau désir. Oui, assumer en fait mon besoin de solitude, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas facile dans les représentations qu'on fait du couple. C'est pas que j'ai découvert que j'aimais voyager seule ou que j'en avais envie, c'est que j'ai assumé de le faire, quoi. C'est que j'ai dit à mon compagnon, écoute, que tu le veuilles ou non, moi je prends mon ticket, je vais à Berlin 15 jours. Et tant pis. Et voilà, oui, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, peu importe qu'on aille. Souvent, on me parle de Berlin parce que oui, Berlin est représenté dans Impénétrable et en l'occurrence, moi, ça s'est passé à Berlin, mais ça aurait pu se passer à Saint-Malo. C'est juste le fait de s'extraire de l'endroit où on est connu, où on est associé à quelqu'un, une personnalité, tout un tas de choses, et le fait de s'extraire de ça et d'aller dans une ville inconnu où on est un inconnu, c'est être qui on a envie d'être. Ça, c'est vraiment une phrase littéralement écrite dans l'album, mais. Et être qui on a envie d'être, c'est être tout à fait soi-même peut-être. Ou être la prochaine version de soi-même. Parce que je pense qu'on évolue tous à plein de moments, c'est comme une mue, quoi. Les peaux se succèdent, craquellent. Et pour accélérer cette mue, c'est bien aussi de se confronter à la prochaine version qu'on a envie d'être. Et d'aller l'expérimenter dans un lieu où personne ne viendra avec une projection de la mue précédente. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, finalement, de se séparer un peu de son compagnon. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Je crois que je te l'avais dit quand on avait préparé cette rencontre. Moi, je n'ai pas forcément souffert de vaginisme. Par contre, je me suis tellement sentie représentée par d'autres choses que tu dis. Et justement, cette idée de développer être soi, développer soi-même en étant loin. Moi, je sais que des fois, j'ai besoin d'être loin de mon compagnon pour justement me retrouver et puis le retrouver aussi différemment. Exactement, s'affranchir, quoi. Oui. Se sentir libre, c'est très très important, je pense, de se sentir libre, même au sein du couple ou au sein de n'importe quelle structure sociale dans laquelle on s'inscrit. Parce qu'alors, quand on sait que la porte est ouverte, on a beaucoup moins envie de la prendre, quoi. Quand on sait qu'on peut partir à tout moment, on se sent beaucoup moins enchaîné. Moi, c'est un sentiment qui me... J'ai vraiment un problème très profond et qui, je pense, relève de l'enfance. Enfin, on pourrait en parler des heures, hein, mais d'habitude, je paye 80 € à ma psy pour ça. Donc, et il faut venir à Saint-Malo, voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et de reconnaître à l'autre sa liberté, c'est fondamental, je pense.
on ne devrait rien sacrifier quand on est en couple. On ne devrait rien sacrifier de ce qui nous constitue en tant que personne, parce que, a priori, si vous aimez quelqu'un, c'est pour qui elle est, sincèrement. Et c'est important de laisser le droit à cette personne d'être qui elle est, de faire évoluer qui elle est aussi. De se faire confiance, de faire confiance à l'autre dans le fait que sa façon d'évoluer va être en tout cas bien, et vous faire confiance aussi en votre capacité à vous adapter. En fait, Impénétrable, c'est aussi un bouquin qui parle beaucoup de prendre confiance en soi, et pas seulement pour ce qu'on associe d'habitude à ça, mais aussi de prendre confiance en sa propre valeur et au fait que l'autre reviendra toujours vers nous. Ouais. On va parler un petit peu du style graphique. Donc, j'avais montré quelques pages. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une diversité aussi de styles et de couleurs. Comment tu as travaillé ça là, par exemple? J'aime beaucoup cette page. Est-ce que vous voyez tous bien? Ah oui, il y a 2 écrans sur le... C'est très bien fait. Bravo, très belle salle. Petit instant promo. Où là, tu racontes un petit peu les méandres avec ta psy. Je crois que c'est celle-ci, c'est la psy, si je dis pas de bêtises. Et en même temps, on va voir des pages assez simples, comme J'ai mal, ou quand tu présentes le désir, ou là, un baiser. Est-ce que c'était un thème et il faut qu'il soit plus fourni parce que le parcours médical comme ceci, c'est plus complexe, et juste les sensations, ça va être une page simple. Comment tu as réfléchi à tout ça? Oui, j'avais envie que les approches graphiques soient très variées, étant donné que les séquences, les situations, les thématiques allaient être très variées. Pour moi, le dessin, c'est vraiment un moyen, c'est pas une fin. Ça doit toujours être mis au service de la narration. Et donc, chaque séquence, elle appelle son propre style de narration. Elle va avoir un rythme, elle va avoir un message aussi qui est très différent, puisque chaque séquence est une pièce d'un puzzle, qui doit constituer à la fin une histoire complète. Et donc, pour chaque séquence, je m'interroge au moment du découpage. Ok, ici, qu'est-ce qui doit ressortir comme information pour le lecteur ? Et quelle façon de le dessiner va le mieux produire ce résultat-là, Quand on est dans l'ordre des sensations, on va faire quelque chose de beaucoup moins figuratif. Si on est sur une scène de conversation, de discussion, là, on va aller sur un décadrage beaucoup plus traditionnel. Donc, du coup, voilà. Et pour la thérapie, évidemment, ça, je pense que représenter la thérapie en bande dessinée, c'est un énorme challenge. Parce qu'a priori, on est le cul sur une chaise pendant des heures en tête-à-tête. Et bon, donc déjà, ça, c'est rien que pour la forme, mais alors sur le fond aussi. Moi-même, quand j'ai écrit le scénario, j'étais là, je sais que les thérapies ont énormément compté. Par contre, je ne serais plus capable de vous sortir la moindre phrase que j'ai échangée avec ma psy. On ne se souvient plus du tout de quoi on a parlé. Mais je me souviens des conclusions, à la fin. Les conclusions que j'en ai tirées, le souvenir global que ça me laisse, et au fond, c'est ça qui compte. Et à un moment, on revient avec la sincérité, 2e mot que je cite au moins pour la 10e fois, mais c'est que si je me souviens plus de ce que j'ai dit à ma psy, je vais pas aller inventer des trucs, je vais dire en fait je ne me souviens plus. Mais voilà à quelle conclusion ça a mené, voilà quel pas ça a fait faire en avant, et ça aussi c'est très juste, il n'y a pas besoin de toujours vouloir... Parfois, on s'astreint soi-même à une sorte de forme de représenter les choses qui n'est pas forcément nécessaire. Au fond, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai parlé qui a compté ? Non, c'est le fait d'en avoir parlé. Et là, chaque lecteur, lectrice, il projettera, lui, sa propre expérience ou non avec les psys. Sur le choix de la couverture, c'est vrai que moi, pour travailler aussi en librairie, il y a ce choc, c'est-à-dire qu'il y a certains libraires ou certaines libraires qui m'ont dit c'est hyper triste, je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que on a ce visage, on a cette main dessus et puis le fond est noir. Et moi, quand j'avais vu, j'ai dit mais non, c'est super bien. Donc j'avais fait qu'un gros sourire. Oui, mais la couverture apporte quelque chose de différent. C'était voulu ? Tu voulais créer ça ? Alors, cette couverture fait pas l'unanimité. Ça a été un casse-tête, la couverture, parce que donc on l'a suffisamment évoqué, c'est un bouquin qui explore beaucoup de thèmes différents. Lesquels est-ce qu'on va choisir de représenter principalement sur la couverture ? Ça, c'était un casse-tête. Pour Ne m'oublie pas, ça avait été une évidence, puisque la couve était une des planches de l'album, et quand j'avais dessiné la planche, je m'étais dit « Oh mais waouh, ce sera ça la couverture !» Mon éditeur avait fait évidence, et on était tous tombés d'accord immédiatement. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait beaucoup de croquis. On a eu de nombreux échanges dans différentes directions, dans différentes directions, tous ces croquis.
Et puis finalement, déjà, je voulais absolument pas que la thématique du vaginisme ressorte de la couverture, parce que c'est pas la thématique principale d'une part, et puis surtout c'est un sujet qui est frais, quoi. Déjà comme ça, on en parle suffisamment quand on présente l'album. Et je voulais peut-être quelque chose, oui, qui évoque plus le mystère, la quête intérieure, l'introspection, la part sombre de cet album, parce que c'est vrai qu'au final, dans la structure du scénario, j'ai voulu en faire une histoire lumineuse, mais il y a quand même quelque chose aussi d'un peu plus sombre. Et violent, donc, de violent, c'est ça. Et puis j'ai fait ce croquis-là, je l'ai envoyé à mon éditeur, qui était là, ah ouais, pas mal, intéressant. C'était le 25e que j'envoyais, hein. Il l'a fait tourner à l'intérieur de l'éditeur du Lombard à différents services, et puis ils sont revenus vers moi en disant écoute, je pense que c'est ça. Ok, trop bien, on va partir là-dessus. Et moi, je repars pas sur une 26e. Et moi, entre-temps, j'étais là, ah non, je sais pas, en fait, j'ai changé d'avis, ouais, pas convaincue, ça raconte pas assez une histoire. Et on a eu un call tous les trois avec Mathias, moi et le service du marketing qui m'ont dit, mais non, vas-y, franchement, fais-nous confiance, ça claque, ça va attirer l'œil en librairie et tout. Et ça, c'est vrai. Bon, qu'on l'aime ou pas, c'est une couverture qui ressemble pas aux autres couvertures de bande dessinée. Ça aussi, ça me plaisait. Et donc, à un moment, j'ai dit, écoutez, bon, je vous fais confiance. Moi, de toute façon, j'ai le cerveau grillé. J'en ai déjà fait 25. Je sais plus quoi penser. Et donc, je leur ai fait confiance et je les ai suivis. Et la plupart du temps, quand on parle de cette couverture, c'est des gens qui l'adorent. Donc voilà, il y a quelques personnes pour me dire je la comprends pas ou elle m'a troublée, elle m'a fait peur. Mais bon, parfois, il faut aussi assumer de ne pas faire l'unanimité. Vous êtes sûrement obligé de dire oui, mais est-ce que vous aimez la couverture ? Bon, on les croit, hein. Je pense qu'ils sont Merci. C'est vrai que c'est de gros enjeux, une couverture en bande dessinée. Hein. Ah oui, c'est un énorme enjeu pour l'éditeur, c'est la porte d'entrée. Bien sûr. Et les libraires aussi, ce qu'ils vont mettre en avant. Donc on se prend beaucoup la tête là-dessus, faut pas croire. Et surtout les détails, où est-ce qu'on place le logo, comment est-ce qu'on écrit le titre. Enfin bon, voilà, si vous aimez bien les backstage, ça c'est des détails qui sont très chouettes. Et aussi une dernière chose à propos de la couverture, c'est que j'avais quand même envie de mettre en avant la dimension du couple, puisqu'on l'a dit, conclusion, c'est une histoire d'amour, vous commencez à se dire. Et du coup, on a décidé de mettre l'image du couple en 4e de couverture. Donc voilà, il y a aussi ce genre de truc, on peut faire des concessions comme ça, quoi. Pardon, j'étais à fond dans ce que tu disais et du coup, je me suis rappelée. Oui, et du coup, est-ce que tu t'attendais à une telle réception qui est aussi bien dans les librairies où c'est des coups de cœur assez unanimes, ou même, moi je travaille aussi sur les réseaux sociaux où de nombreux journalistes, influenceuses en parlent. Tu sentais au moment de l'écriture que ça pouvait parler à un grand monde, en effet, mais que ça marche aussi bien ? Ah là là, ça c'est le résultat d'un alignement d'étoiles qui est tellement impossible à prévoir que je peux pas dire que je comptais dessus, parce qu'en fait, alors là, on est systématiquement déçus, quoi. Disons qu'en tout cas, moi, j'étais très contente du résultat. J'étais très fière de ce que j'avais réussi à écrire, de pas être tombée dans tous les pièges liés à l'autobiographie. Tous mes premiers lecteurs et lectrices, donc mes potes, les libraires aussi, qui ont eu accès à l'album évidemment avant sa sortie, les premiers retours étaient assez unanimes et donnaient déjà cette tendance de dire je suis très contente, les gens ont l'air de vraiment bien comprendre ce que j'ai essayé de raconter. Et à partir de là, déjà ça c'est un pari tenu qui est très rassurant en tant qu'artiste, quoi. Et puis du reste, je suis très émue par cette réception. C'est vrai que en fait, Ne m'oublie pas, il y a un album qui a eu vraiment beaucoup de succès. C'était mon premier album et ça, c'est un peu tétanisant, quoi. De se dire, j'avais très très peur de décevoir. J'avais très peur d'entendre beaucoup de gens me dire « Ah ouais, j'ai préféré Ne m'oublie pas ». Ou d'entendre les critiques dire bon, Alix Garin revient, deuxième album, peut-être pas à la hauteur du premier, quoi. Et t'en parles au tout début de la BD, justement. Que le premier avait très bien marché et que justement tu réfléchissais au deuxième. Oui, parce que ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup fait réfléchir tout ça. Tiens, quelle identité d'artiste j'ai envie de construire. La bande dessinée, c'est vraiment ma vocation. À 6 ans, je savais que je voulais faire ça. Okay. C'est mon langage depuis toujours et j'ai consacré absolument toute mon énergie tout au long de ma vie. Et j'ai envie que ça continue comme ça. Moi, je vois ma carrière sur le temps long.
J'aimerais bien faire ça toute ma vie. J'aimerais bien constituer une carrière où chaque bouquin est un jalon qui s'est imposé à moi, comme je le disais, qui a beaucoup de valeur. J'ai la chance aussi de pas, enfin la chance ou pas d'ailleurs, hein, ça on peut se questionner là-dessus, mais je ne dépends pas de la bande dessinée pour vivre. J'ai aussi un travail d'illustratrice dans une agence de communication. Donc je ne dois pas courir après les contrats ni les commandes et je peux choisir vraiment avec beaucoup de soin chaque album dans lequel je vais me lancer. Et du coup, ça m'offre l'opportunité d'être extrêmement exigeante à cet égard-là. Et tu te définis comment comme artiste? Comme autrice. Mais dans ton style, je veux dire, par rapport aux 2 premiers. Et oui, c'est pas simple. On peut pas avoir des questions tout le temps faciles. je me définis comme autrice de romans graphiques, comment dire, allez, tranches de vie de l'intime. Voilà. C'est des mots que je trouve un peu fourre-tout. Hein. Ça, c'est fait pour classer les livres en librairie, qu'on se le dise. Mais ça me va, hein. Il faut assumer ce qu'on est. Moi, je ne fais pas de la BD de genre. C'est marrant, juste avant, je lisais une critique sur Instagram qui était... où d'un côté l'auteur de la critique avait mis 4,5 sur 5 à l'album, et il était extrêmement critique dans ses mots, où il soulignait le fait que voilà, mes 2 premiers albums étaient très très axés sur l'intime et l'autobiographique, et qui se réjouissait de me lire dans le domaine de la fiction, quoi. Bah, je vais le décevoir, mais je vais pas le faire. Je m'en fous. Je laisse ça à ceux qui font ça super bien. Je pense qu'il faut aussi assumer, et ça c'est une réflexion que j'ai acquise en faisant Impénétrable, et entre Ne m'oublie pas et Impénétrable, il faut assumer ce qu'on est. Ouais. Je serai jamais une autrice de littérature de genre. C'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui font ça avec tellement plus de spontanéité que moi. Et d'envie et de passion. Ouais, voilà. À un moment, il ne faut pas s'astreindre à faire les trucs pour prouver, quoi. Il faut le faire pour soi et faire ce qu'on fait de mieux, parce qu'alors on aura forcément cette démarche avec presque une longueur d'avance sur ceux qui voudraient absolument s'astreindre à un exercice de style. Par contre, ça n'empêche pas de sortir de sa zone de confort. Enfin, il faut essayer de trouver la ligne de crête entre les deux, entre venir aux choses avec sincérité et sortir de sa zone de confort. Complètement. Je pense qu'on va quand même entamer peut-être 15 dernières minutes de questions, si ça te va. Est-ce que vous avez avec des plaisir. questions pour Alix? Bonjour. Alors, moi, je voulais revenir à la couverture. Est-ce que tu représentes tes mains ou c'est les mains de quelqu'un d'autre? Alors, sur la couverture, je représente mes mains. Je représente mes mains. D'un côté, c'était l'occasion de représenter les mains, qui sont un symbole qui revient à plusieurs reprises dans l'album. Dans d'autres contextes, certes, mais bon, ça me plaisait de les montrer. Mais ici, les mains, tu vois, il y en a une qui cache le front comme pour cacher la psyché, une qui cache la bouche comme pour cacher la parole. Il n'y a que les yeux qui laissent entrevoir la flamme intérieure. Voilà, je trouvais que c'était... sujet à interprétation dans une direction qui correspondait un peu à la démarche de l'histoire. Et ce que tu voulais dire par les mains, c'était qu'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à sortir, enfin pour la bouche notamment, que tu n'arrivais pas à dire forcément ou... Exactement. Puisque évidemment dans l'album, et là je ne vais pas en dire trop, mais il est aussi question de secret à soi-même. On ne vous oublie pas. Moi j'ai une question sur votre manière de travailler. Donc vous décrivez l'intime, du coup vous prenez des notes en permanence sur votre vie, ou c'est une fois que le truc est fini, vous commencez à réfléchir au livre? Une fois que le truc est fini, je commence à réfléchir. À mon plus grand regret, je ne prends pas suffisamment de notes. J'aimerais tellement documenter ce qui m'arrive. En ce moment, j'ai une vie que je trouve hyper stimulante, et j'aimerais bien pouvoir en garder des traces, mais je n'arrive pas à m'astreindre à l'exercice. Donc voilà, mais c'est peut-être pas plus mal dans le sens où a posteriori, alors on se concentre sur l'impression que ça a laissé, l'enjeu global que ça a représenté, peut-être en évacuant trop de détails qui seraient de l'ordre de l'anecdotique. Donc c'est voilà, ce que ça tu a disais sur les entretiens que tu as eu avec typiquement. les psys, ouais. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients. En fait, vous le savez pas, mais elle a un petit carnet là en bas et puis elle note tout. Tout est enregistré. Hein. C'est vrai en plus. Tu disais tout à l'heure que tu te posais la question de savoir comment allait être représenté ton compagnon et quelle image allait s'en faire le lecteur. Est-ce qu'éventuellement tu envisages de faire un diptyque où tu te mettrais justement à l'interviewer lui et pour lui donner justement la parole et qu'on ait les 2 points de vue?
Alors, il a été question de ça à un moment très très tôt dans le processus de réalisation, c'est que je voulais ajouter comme une sorte de postface en lui tendant le micro et en lui proposant de réagir et de partager son point de vue ou de dire tiens, est-ce que tu voudrais revenir sur telle ou telle séquence et y apporter ton expérience. Et en fait, on en a parlé avec l'éditeur, etc. Et il s'est avéré que c'était une bonne idée et pas une bonne idée en même temps, dans le sens où c'est aussi un récit qui se doit d'assumer le point de vue d'un personnage en particulier. C'est pas du journalisme, c'est pas du documentaire. Le but n'est pas non plus de commencer à être exhaustif sur ce qui s'est passé dans les moindres détails, et aussi de peut-être lui le laisser à sa place. De là, c'est quand même une sorte de personnage de papier. A priori, on espère que c'est un album qui va vivre longtemps, et on ne sait pas où mon compagnon et moi on sera dans 10 ans, et peut-être que lui aura plus du tout envie d'apparaître dans cet album, en tout cas avec sa voix à lui en tant que personne physique, quoi. Là, il faut savoir que j'ai anonymisé absolument tous les personnages à part le mien. J'ai changé tous les prénoms, etc., justement pour garantir cette forme d'anonymat aussi aux personnages qui interviennent. Il y a deux questions devant. Oui, merci beaucoup pour ces discussions et pour cet album qui est formidable. Et moi, j'avais une question plus sur l'art du récit. C'est-à-dire que dans votre vie, je sais pas, on fait la lessive, on fait les courses, et on a des potes, on a d'autres sujets en fait que le vaginisme, notre relation de couple. Et quand a posteriori vous vous asseyez pour faire le scénario, faire le storyboard et la BD, comment vous faites pour créer ce récit d'une manière qui va être lisible en fait pour les auteurs et élagué dans le tournoiement de nos vies. En fait, c'est pas facile de. Enfin, moi, vous le disiez, je repensais à ma vie, je me disais mais comment je ferais pour écrire une histoire ? C'est très difficile. Oui. Et du coup, voilà, quelle est votre méthode ? Oui. En effet, ça c'est un énorme challenge qui, à nouveau, est assez propre à l'autobiographie. C'est que là, Impénétrable s'étale sur 5 ans de ma vie. C'est que la matière première, elle est absolument énorme. Et oui, dans cette matière première, il y a la lessive, les courses, les potes. Et donc, pour identifier ce qui avait vraiment compté, quels étaient tous les tournants, qu'est-ce qu'il fallait retenir au fond de cette histoire et comment la raconter, quand je me suis penchée à ma table de travail pour commencer à écrire le scénario, ça m'a un peu donné le vertige et je ne savais pas très bien par quel bout le prendre et comment construire ce scénario. Ça, c'est vrai, c'est une très bonne question. Là où dans la fiction, ça pourrait a priori être plus facile, puisqu'on va immédiatement inventer chaque brique d'un scénario structuré, quoi. Et en fait, pour résoudre ce problème, à un moment, instinctivement, je me suis dit, tiens, je vais m'enregistrer, raconter à voix haute cette histoire comme si je m'imaginais la raconter à un pote. On est en terrasse autour d'un verre et je dis, en fait, il faut que tu saches, j'ai eu une maladie qui s'appelle le vaginisme et voilà tout ce qui s'est passé. Et puis ensuite, je suis allée à Berlin, je suis tombée amoureuse de ce type, et nanani, nanana. Et en fait, de le raconter à voix haute, ça a fait émerger tout à fait naturellement tous ces jalons d'histoire, parce qu'on est tous des raconteurs d'histoire en fait. On fait ça très bien. Quand on raconte un truc à un pote, on sait souvent très bien ménager le suspense, c'est quoi les cliffhangers, et à quel moment, les révélations, et puis là, bardaf, naninana. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet enregistrement qui faisait 2 heures, que j'ai ensuite retranscrit et qui m'a vraiment servi de colonne vertébrale et qui est assez proche finalement de disons, la colonne vertébrale du récit, quoi. Et puis ensuite, par-dessus ça, alors là, je suis vraiment revenue à un processus d'écriture au sens propre. Je sais qu'il y a une autre question, je rebondis sur ça, mais c'est pas vraiment un mensonge. Par exemple, je me souviens qu'il y a un moment où tu es dans les escaliers, tu prends ton linge ou quelque chose comme ça. Et c'est pas. Est-ce que tu te dis, je peux utiliser des scènes de vie ? C'était pas vraiment ce qui s'est passé là. On n'a pas vraiment eu cette discussion dans l'escalier où je prenais mon linge, mais je peux le raconter quand même parce que ça fait partie de ma vie. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Après, il faut aussi être fidèle, mais tout en étant efficace, quoi. Est-ce que je pendais mon linge ou est-ce que j'étais en train de faire la popote ? Je m'en souviens plus et je pense que c'est pas ça qui compte. Oui, voilà. Donc oui, évidemment. Jusqu'au jour où un journaliste te dira que c'est pas un documentaire. Il y a forcément toutes sortes de biais. Il y a des raccourcis, il y a des trucs que j'ai un peu condensés. Mais voilà, ça ne trahit rien, disons. C'est ça qui compte. Une autre question là-bas. Merci également et bravo pour ce témoignage. Ça va être un énorme soulagement pour toutes les personnes atteintes de ce trouble qui n'ont pas de représentation.
Est-ce que pour vous, ça a été, est-ce que ça a été thérapeutique? Est-ce que ça vous a fait voir les choses de façon différente? Est-ce que voilà. Merci pour cette question. C'est une question qui revient énormément, évidemment. La dimension thérapeutique de la création de cet album. Et en fait, non, ça ne l'a pas du tout été. Et là, elle a raconté une histoire. La chute, elle est arrivée parfaitement. Non, déjà, parce qu'en fait, j'étais arrivée au bout de mon parcours thérapeutique. Et c'est aussi ça qui m'a permis de pouvoir venir la raconter, cette histoire. C'est que c'est pas le prolongement, le point final d'une thérapie, d'être revenu dessus et de l'avoir raconté. J'avais déjà beaucoup de recul. J'ai presque envie de dire bien au contraire. Se replonger dedans m'a fait plus de mal que ça m'a fait de bien. Mais bon, ça encore, c'est gérable. Par contre, ce qui n'a pas été simple du tout et qui a créé d'autres problèmes, c'est de le faire lire à mon entourage. Ça, c'est un énorme, énorme enjeu aussi de l'autobiographie. C'est que vous, parfait inconnu, lecteur ici présent à Saint-Malo, c'est pas grave que vous lisiez ma vie privée. Mes collègues, mes parents, c'est un autre délire de lire toute ma vie sexuelle, et puis la drogue, et puis le couple libre, enfin... Mes parents, je leur ai dit, c'est un livre qu'on préférait que ce soit pas notre fille qui l'écrive, quoi. Ils t'ont dit ça? Non, c'est moi qui leur ai dit ça quand je suis venue leur tendre les pages. Et en effet, voilà, ça n'a pas été facile et ça a créé des discussions. J'aurais pu vivre sans, quoi. Mais c'est pas grave et je ne regrette absolument pas. Et finalement, ça a aussi créé des conversations qui étaient super riches et très très belles. Et mes parents n'ont pas du tout remis en question mon intention d'en faire un livre. Et au contraire, aujourd'hui, ils sont très émus par cette sortie et soutiennent le projet. Donc je leur dois beaucoup aussi à cet égard-là. Et est-ce que finalement, ils et elles te connaissent mieux maintenant? Ah bah oui. Ce livre. Et ben voilà, il fallait le faire. Voilà. Ils savent à qui ils ont affaire maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une au fond là-bas. Bonjour, est-ce que vous avez une préférence pour l'écriture du scénario ou le dessin? Clairement l'écriture. Ouais, clairement l'écriture du scénario. Une autre étape que j'adore, c'est le découpage. Donc pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec la création de bande dessinée, c'est cette étape qui consiste à transposer le scénario qui est généralement écrit, que ce soit sous forme de nouvelle ou déjà un peu, on se dit case 1, case 2, ça dépend un peu chacun sa technique, de transposer cet écrit à des pages vraiment de bande dessinée. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelle case, avec quel angle de vue, comment va être composée la page. Et ça, c'est un exercice extrêmement important puisque ça va vraiment catalyser toute la narration, quoi. Donc ça me plaît énormément. Après, le dessin, comme je l'ai dit, c'est un moyen. Donc à partir de là, ça me fait un petit peu chier. Mais en même temps, c'est trop cool de donner vie vraiment à toutes ces séquences dans lesquelles on s'est projeté et qu'on a hâte de voir finaliser. Hein. Donc en fait, voilà, chaque étape a son type de plaisir, je veux dire. Et moi, personnellement, j'aime bien de vraiment bien scinder les étapes parce que chacune appelle à un état d'esprit qui lui est tout à fait propre. Donc je fais l'entièreté du scénario, correction incluse, puis l'entièreté du découpage, correction incluse, tout l'ancrage, et je termine par toute la couleur. Il y a des auteurs qui aiment bien de mélanger un peu de tout pour ne pas se lasser. Donc vraiment, il y a autant de méthodes qu'il y a d'auteuristes. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question au niveau de tes inspirations, en fait. Parce que je trouve que ce soit dans ton album d'avant ou celui-là, tu as une écriture qui est hyper cinématique. Et du coup, je voulais savoir si tu avais des inspirations autres que la BD et éventuellement dans le cinéma aussi ou autre chose. Absolument, ça me fait très plaisir que tu le soulignes parce qu'en effet, je suis très très influencée par le cinéma. Je suis très très friande du cinéma d'auteur indépendant américain. Alors là maintenant, c'est le moment où tu me poses des cols, il va falloir sortir des titres. Par exemple, un de mes films préférés que je peux revoir sans fin, c'est Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Voilà pour la puissance avec laquelle il évoque des sensations type la nostalgie ou le sentiment amoureux qui sont pas du tout faciles à faire émerger. Après, en dehors du cinéma, j'aime beaucoup la littérature aussi. On pourrait y consacrer toute une conférence, mais Annie Ernaux a un travail qui m'a beaucoup influencée, y compris sur la dimension autobiographique, bien sûr, la manière avec laquelle elle vient à l'autobiographie, avec une sorte de regard très très clinique, très objectif dans sa subjectivité. Marguerite Duras, pareil, un peu pour les mêmes raisons, aussi pour le fait que Marguerite Duras est un personnage totalement romanesque qui m'inspire beaucoup. J'espère finir ma vie en lui ressemblant. Oui, voilà, la musique aussi. Je suis très
très musical dans ma création, du genre obsessionnel aussi. Donc je mets un titre et je l'écoute 400 fois sur la journée en même temps que je fais telle ou telle séquence pour vraiment me mettre dans une sorte d'état de transe comme ça. Ça se sent dans la BD, hein, la musique. Enfin, on en a parlé, qu'il y a des moments de danse et même les moments un peu plus émotifs ou même les discussions avec ton compagnon. Je pense que tu pourrais clairement faire une petite BO d'Impénétrable. J'y ai pensé, j'ai pas encore trouvé le temps à cause de la promo, mais il faut absolument que je le fasse parce qu'en plus on me la réclame, quoi. Ouais. Les lecteuristes m'en parlent, donc je vais essayer de faire ça sur Spotify et bêtement la partager pour les plus curieux d'entre vous. Chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce qu'on va devoir clôturer cette rencontre, et il y en a une ici. Super. Oui, j'avais une question par rapport à votre dessin. Est-ce que c'est pas difficile de se représenter, parce qu'on a tendance, généralement quand on se représente, à accentuer ce qu'on n'aime pas forcément de soi, ou se caricaturer parfois un peu sur ses formes, son visage, enfin sur le physique en général, quoi. Alors, d'une part, je crois que c'est pas grave de se caricaturer un peu, ça fait partie de l'exercice. Est-ce que c'est un exercice difficile ? Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Et moi, à nouveau, j'y suis venue avec beaucoup de facilité. C'est un truc que je fais depuis très longtemps, de me dessiner moi-même, ne fût-ce que pour faire des gribouillis, pour faire marrer mes potes. Le fait d'être attiré par l'autobiographie, il ne faut pas croire que c'est venu comme ça un beau matin pour Impénétrable. C'était quelque chose que j'avais déjà exploré dans d'autres circonstances, y compris pendant mes études, par exemple, mes études de bande dessinée à Saint-Luc. Donc ça, c'est des questions que je ne me suis pas posées parce que c'était comme déjà réglé, quoi. Et dans la représentation aussi que je fais de mon personnage, j'essayais d'être aussi fidèle que possible, avec mon style, hein, qui est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire pas du tout photoréaliste, mais de juste représenter mon corps tel qu'il est, mon look tel qu'il est, parce que c'est cool aussi de présenter des personnages féminins qui sont pas ceux auxquels on a été extrêmement habitués dans la bande dessinée franco-belge traditionnelle, quoi. Et donc de venir représenter d'autres formes de féminité, c'est chouette. C'est déjà quelque chose qui m'animait beaucoup dans Ne m'oublie pas, d'ailleurs, de représenter un personnage féminin où un lecteur sur deux me disait « j'ai cru que c'était un garçon jusqu'à la page 25 ». Ça me va. Eh ben, on va clôturer cette rencontre. Merci pour vos questions et je pense que vous pouvez applaudir Alice Garin pour ce bel échange. Merci à toi. Merci Alexandra pour la modération. Je t'en prie. Oh waouh. Merci. Il y a des humoristes qui sont moins longtemps applaudis, hein. Je vous invite à profiter encore du festival pour cette journée et puis voilà, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.